Je suis David Blumenthal, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech, puis dans une UMR qui s'appelle l'UMR Génial, qui est INRA et AgroParisTech. Alors je voulais vous parler aujourd'hui, alors d'abord je remercie Catherine de m'avoir proposé d'intervenir, et puis je vous remercie d'être là. Comme j'étais au fond de la salle, j'ai vu qu'elle s'est vidée un peu au fur et à mesure de la journée, donc je vous remercie d'être toujours là. Donc l'idée c'était de réfléchir aux apports de la réalité virtuelle. Mon objectif, c'est pas de vous vendre la réalité virtuelle, ça présente pas beaucoup d'intérêt. D'abord, elle est déjà vendue à ceux qui ont envie de l'acheter. Et voilà, l'idée, c'est plutôt de se dire comment est-ce que dans l'équipe que j'anime, qui est une équipe qui s'occupe de perception sensorielle, on pense utiliser cet outil pour mieux appréhender un certain nombre de choses. Alors, en fait, juste pour qu'on soit un peu en phase sur ce que c'est, parce que c'est quand même un terme qui est beaucoup utilisé, en fait, l'idée, c'est une immersion efficace et relativement naturelle d'un utilisateur dans un environnement virtuel. Et les techniques de réalité virtuelle sont fondées sur l'interaction en temps réel avec un monde virtuel à l'aide d'interfaces comportementales qui permettent l'immersion de cet utilisateur dans cet environnement. Donc en gros, l'idée, le point important, c'est un monde qui n'existe pas, mais c'est en temps réel. Je suis projeté dans quelque chose qui va bouger, c'est contrairement au cinéma, par exemple. En fait, c'est prévu pour une personne et tout le monde a la même chose. C'est pas quelque chose de si récent que ça. C'est pas parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans les 5 dernières années qu'il n'y a pas eu des tentatives avant. La première pseudo-tentative de réalité virtuelle, c'est un objet qui s'appelle le ViewMaster, qui était une espèce de simulateur visuel stéroscopique. Donc ça date d'avant les années 40. Et puis il y a eu plusieurs extensions de ça. Un objet qui s'appelait le Sensorama, qui était censé plonger les gens dans un univers virtuel avec des odeurs, des sons, un retour haptique qui ne s'appelait pas retour haptique à l'époque, mais en gros ça vibrait, quoi. Et puis ça a continué jusqu'à une première ébauche de casque au début des années 70, de nouveaux casques encore dans les années 80. Alors des casques qui étaient tout simplement des écrans LCD qui étaient posés devant les yeux des gens, pour faire simple. Et les premiers gants de données qui permettaient d'interagir. Alors, dans les années 70, c'est pareil, la souris le développement de la souris, ça a permis de faire avancer aussi toutes ces problématiques d'interface et d'interaction homme-machine. Et en parallèle de ça, au-delà des casques, il y a eu plusieurs développements de salles dites immersives. Donc j'ai pris plusieurs photos. Alors il y en a plein, donc j'avais pas pris... j'ai pas fait une sélection intelligente, j'ai fait une sélection quasi aléatoire. Mais c'est un exemple de salle immersive pour des problématiques d'urbanisme. L'idée, c'est d'avoir une vision, d'avoir un plan assez grand, en gros, pour faire simple. On a ici un autre exemple sur un simulateur de magasin. Donc ça s'appelle un cave. Un cave, c'est un objet, globalement un cube, sur lequel on va projeter sur chacune des faces une image stéréoscopique. Et puis comme on a des lunettes comme au cinéma, et qu'en plus l'individu est traqué, c'est-à-dire qu'on sait exactement où il est dans la salle, on peut recalculer une image pour lui. C'est exactement le même principe qui est ici. Donc ça, c'est un cave que j'ai utilisé, qui est au centre de réalité virtuelle de la Méditerranée. Dans une vie antérieure où je travaillais chez Renault, en fait, on faisait des études en réalité virtuelle sur de l'esthétique de planches de bord, par exemple. Donc on asseyait des gens dans des voitures et puis ils évaluaient des planches de bord pour savoir s'ils les trouvaient sympas, pas sympas, belles, pas belles, etc. etc. Donc ça c'est des outils qui étaient très classiques, mais très chers, jusqu'à la sortie des premiers casques de réalité virtuelle. Alors un des tout premiers démocratisés, c'est l'Oculus Rift. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je rêve d'avoir un de mes fils qui fait ça, qui a 18 ans, monte un objet, le vend 3 milliards de dollars au propriétaire de Facebook et tranquillise ses parents pour la fin de leur jour. Donc, l'idée sous-jacente, en tout cas, c'est qu'on est passé d'un cave comme ça, dont l'entretien, en gros, oscille entre 50 et 75 000 euros par an, juste l'entretien, à un objet qu'on achète et qui vaut 600 euros. Donc et qui n'a pas besoin d'entretien. Donc ça a changé complètement le paradigme, puisqu'on a beaucoup parlé de paradigme aujourd'hui, ça a changé le paradigme de la réalité virtuelle parce qu'on n'est plus du tout dans le même type de coût. Alors ça a des conséquences assez simples. Ici, j'ai représenté les chiffres de vente de casques de réalité virtuelle au 3e trimestre 2017. Il y a 1 million de casques qui ont été vendus. Alors, sur le coup, je me suis dit, 1 million, je ne me rends pas compte, c'est beaucoup ou pas beaucoup. Sans doute que c'est beaucoup. Alors je l'ai comparé au nombre de téléviseurs qui ont été vendus en 2017 dans le monde.
Alors, c'est les chiffres qui ne sont pas définitifs, mais en gros, on est à 230 millions d'unités. Donc, sur un quarter, ça fait 60 millions de télé, en gros, quoi, hein. Donc, on a une télévision qui existe depuis la nuit des temps, qui se vend à 60 millions d'unités par trimestre, versus un truc qui n'existait pas il y a 3 ans, qui se vend à 1 million d'unités. Sachant qu'il y a une deuxième couche qui arrive, c'est que ça, c'est des casques qui sont plus onéreux que la génération qui arrive, qui vont fonctionner directement avec un téléphone portable. Alors, il y en a déjà sur le marché, ça va se démocratiser encore plus. Samsung fait ça, où je colle mon téléphone Samsung sur mon casque, mais du coup, ils me vendent un casque qui coûte pas cher parce que toute l'intelligence est déjà vendue et déjà achetée, entre guillemets, quoi. Et donc ça, on sait que ça va augmenter les usages qui sont liés à la réalité virtuelle et au casque. Euh, alors, les usages, ils sont globalement assez simples. Ici, je vous ai mis des projections pour 2020 et 2025 des usages. Alors, c'est des parts de marché en millions de dollars. Donc, alors, c'est toujours des projections. On peut se dire que c'est un peu gonflé, machin, etc. Enfin, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de sous si on regarde dans le détail. Euh, tous les analystes ont tendance à dire que le marché va exploser et en termes d'hardware, donc de casques, et en termes de software, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces casques. Alors, de mon point de vue, il y a au moins 2 grands lots d'activités avec la réalité virtuelle. Il y a les lots que j'ai mis en rouge, c'est l'industrie militaire, l'engineering au sens large, donc la conception, on a parlé de conception d'automobile ou d'aéronautique tout à l'heure, bon, voilà, c'est exactement ça, ça fait un bout de temps déjà que la réalité virtuelle est utilisée chez Dassault, chez Renault, chez PSA pour se figurer un objet qui n'existe pas encore. Il y a eu plusieurs exemples récemment sur la santé. Alors sur la santé, ça peut être des opérations à distance. Alors j'ai réfléchi, quand j'ai préparé les slides, je réfléchissais à ça. Est-ce qu'il vaut mieux un chirurgien pas top mais qui est présent dans le bloc, hein, ou un super chirurgien mais qui est à l'autre bout du monde et qui m'opère avec un casque de réalité virtuelle? Alors moi, j'ai pas encore pris de décision là-dessus, mais il y a visiblement des gens qui sont en train de prendre des décisions parce qu'il y a de plus en plus d'opérations qui se passent comme ça quand même. Donc ce qui montre la précision sensorielle qu'on peut avoir dans un casque et avec des gants de données qui retracent un certain nombre de mouvements. Et alors sur les autres applications, bah ça c'est le nerf de la guerre entre guillemets, hein, pour les casques de réalité virtuelle, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est la première industrie de loisirs au monde, donc a dépassé le cinéma depuis un bout de temps déjà. Donc ça génère des sous, ça génère des idées, mais ça génère surtout des usages. Gilles parlait d'usages tout à l'heure. Voilà, on voit que sur les casques de réalité virtuelle, il y a des gens qui réfléchissent aux produits techniques. Ceux qui font ça pour des militaires, ils ont des produits techniques donnés. Ceux qui font ça pour les jeux vidéo, comme Sony par exemple, qui vend énormément de casques, a d'autres fonctions, d'autres stratégies. Quoi qu'il en soit, sur des applications grand public comme ça, il y a les jeux vidéo, il y a un certain nombre d'événements qu'on peut imaginer. Il faut bien se douter que si Zuckerberg a dépensé, alors je ne sais plus, c'était 3 ou 4 milliards de dollars pour le casque Oculus Rift, alors il est super philanthrope et il adore aider des jeunes qui débutent, hein, mais globalement, c'est qu'il pense qu'il va en faire quelque chose à un moment ou à un autre. Ça va être un média pour de la publicité, ça va être un média pour faire en sorte que des gens se retrouvent ensemble, quasi physiquement, sur Facebook, dans des salles de discussion, etc. Mais il va y avoir des applications pour Facebook, c'est certain. Il y a tout un tas de choses sur les films, justement. Il y a des applications qui sont à destination du grand public dans le monde des agences immobilières. Il y a eu 2 révolutions, je ne sais pas si vous avez suivi, dans le monde des agences immobilières. Il y a les drones et la réalité virtuelle. Alors pourquoi les drones? Parce qu'en fait, avant, alors, quand on avait une maison très belle, très riche, en Floride, très chère, en gros, les agents immobiliers louaient des hélicoptères pour survoler les maisons, les jardins, etc. Et en fait, ça coûtait, je ne sais plus combien, 1500 ou 2000 dollars le quart d'heure. Maintenant, pour 2000 dollars, ils ont un drone qui fait la même chose, quasiment. Donc, et l'autre champ pour lequel il y a eu un changement de paradigme dans cette industrie, c'est justement la visite virtuelle. Airbnb s'est lancé là-dedans aussi en disant, bah voilà, pour être à l'aise dans l'appartement que je vais vous louer pour le week-end, je vous le montre, vous pouvez le parcourir en réalité virtuelle, vous saurez où est le frigo, vous saurez où sont les toilettes, vous saurez où sont tout, voilà, comme ça sera plus simple. Donc ça fait partie des activités. Et puis alors c'est triste en tant qu'enseignant-chercheur, mais finalement l'éducation est en bas de peloton, alors au moins liée, c'est déjà ça, mais on doit pouvoir y trouver des activités, des applications pour la réalité virtuelle. Alors justement, dans les projets qui m'intéressent sur ce sujet, comme vous avez pu comprendre, en fait, il y a des applications professionnelles à destination des professionnels. On a parlé de la conception chez Dassault, chez Renault ou n'importe où, en médecine. Il y a des applications de divertissement et de commerce à destination du grand public.
jeux vidéo, réseaux sociaux, tourisme, tout ce qu'on peut imaginer. En fait, ils n'ont pas les mêmes objets, ils n'ont pas les mêmes exigences non plus. C'est-à-dire que, évidemment, quand Ubisoft fait un jeu vidéo, il peut faire un jeu vidéo en réalité virtuelle, c'est pas le réalisme qui l'intéresse, c'est pas le retour à la physique. Ce qui compte, c'est l'immersion. Il faut que la personne se sente à la place d'un oiseau, à la place d'un tireur de je sais pas quoi, dans je sais pas quelle guerre, etc. C'est pas le côté réaliste qui est le plus important, c'est le côté immersif. À l'inverse, ben, si je me fais opérer par quelqu'un qui travaille à Houston alors que moi je suis ici, j'ai envie que ça soit assez réaliste quand même ce qui se passe dans son casque. Donc c'est des applications un peu différentes. Dans les activités qu'on a dans l'équipe dans laquelle je suis, en fait, nous, on va chercher à développer des applications à destination des professionnels, mais avec des utilisateurs du grand public. C'est-à-dire qu'on veut montrer des choses en virtuel au grand public, mais avec des exigences de professionnels, en fait. Parce qu'on va vouloir faire on va en reparler, on va vouloir faire de l'aide à la conception, etc. Et on a besoin de quelque chose de précis. On n'a pas besoin de quelque chose qui soit plus lié à un loisir qu'autre chose. Alors, je vois que j'ai déjà dépensé 10 minutes, je vais me dépêcher. Mais ne t'inquiète pas, je regarde ma montre. La première application dont Catherine m'a demandé de parler, c'était le e-commerce. Alors, on va aller assez vite. C'est des exemples de ce qu'on peut faire. Ce qui est intéressant, c'est plutôt les marqueurs, en fait. Ça n'existait pas il y a 2 ans, ça n'existait pas l'an dernier, et puis il y a des boîtes qui sortent des choses là-dessus. La première, alors c'est Decathlon, enfin c'est pas la première, c'est une des entreprises qui met ça en avant, c'est Decathlon, où en fait ils partent d'un principe hyper simple, comme d'habitude la contrainte impose quelque chose. Ils n'ont pas les moyens dans leur magasin de faire des démos de toutes leurs tentes. Il n'y a pas la place. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent un casque de réalité virtuelle et puis des gens qui peuvent essayer les différentes tentes virtuellement dans des contextes qu'ils choisissent pour se donner une idée de ce qu'offre le produit de Decathlon. Alors, ça permet de soulever déjà une première question potentielle que j'aurai tout à l'heure, c'est, bah oui, sensoriellement, il n'y a pas tout. Voilà, je ne vais pas toucher le matériau de la tente, je ne vais pas vérifier si elle est vraiment étanche, etc. N'empêche qu'en pratique, entre pas voir la tente et avoir ça, c'est peut-être déjà mieux que rien, en fait. Donc, c'est une première piste de réflexion, c'est toutes les sensations viendront peut-être au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est sûr qu'on est plutôt en visuel et en sonore, il n'y a pas d'ambiguïté. Une autre application, c'est Eram. Alors, quand je suis tombé là-dessus, j'étais un peu surpris. Alors, pour moi, ce n'est pas une marque hyper innovante, Eram, mais sans doute me trompe. Et en fait, ils ont commencé à mettre en place des showrooms virtuels où ils montrent leurs produits premium dans différentes ambiances pour qu'on puisse se figurer un peu à quoi ça va ressembler. Moi, je ne suis pas un grand fan de chaussures, donc en fait, je me rends pas compte si c'est bien ou si c'est pas bien de faire comme ça. Le point, alors là pour le coup c'est hyper intéressant, c'est Ikea. Ikea qui dans son coin se met à faire autre chose que juste des meubles. Ils se sont lancés, alors vous n'avez peut-être pas vu ça, mais ils se sont lancés sur les ampoules connectées. Ils sont en train de casser le business de Philips qui vendait des ampoules Hue à 250 € les 3 plus un hub pour les connecter à Internet. Et Ikea a sorti la même chose à 80 €. Donc maintenant les Philips Hue elles sont à 89 €. Donc ils s'amusent, je ne sais pas pourquoi, sans doute parce qu'ils ont plein de sous, mais ils s'amusent à aller sur les terrains qui ne sont pas les leurs. Et typiquement, c'est les premiers à avoir fait une application qui était très très propre, où on est dans une cuisine virtuelle. On peut interagir avec les casseroles, ouvrir les tiroirs, faire cuire des trucs, faire brûler des trucs, enfin de la nourriture, c'est pas bien, les mettre à la poubelle. On peut changer la couleur des placards. Ils se projettent dans quelque chose où je vais aller acheter ma cuisine. Enfin, je sais pas si vous êtes allé déjà au rayon cuisine Ikea un samedi ou un dimanche. Il faut arriver avec de la réserve de nourriture comme à la sortie d'un iPhone parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Bah, si toute cette phase, elle pouvait être gérée en amont chez le client et qu'en fait, il a juste à payer quand il arrive chez Ikea, voire il n'y a même pas besoin de payer, il a payé avant. En fait, je pense que c'est ça qu'ils regardent en gros. C'est comment est-ce qu'on m'aide à concevoir ma cuisine et faire mes choix sans un opérateur humain dans le magasin un samedi après-midi. Et je termine juste là-dessus, il y a aussi un point intéressant qui est le changement de point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, on peut me donner la taille d'un gamin de 2 ans, ce qui est vachement intéressant en fait pour se rendre compte des dangers d'une cuisine. Alors, ça paraît bête, il y a plein d'expériences comme ça où enfin, on sait que les accidents domestiques, c'est très compliqué, etc. Mais en fait, voir ça avec les yeux d'un enfant, ça change un peu la donne sur la manière dont on a envie de ranger ces casseroles au-dessus des plaques chauffantes. Un avant-dernier exemple, je ne me souviens plus, c'est eBay qui a lancé un magasin complètement en ligne avec une chaîne australienne où en fait, alors ça c'est Matrix en gros, je pense que ça gère une espèce de fantasme d'un geek qui doit être bien placé chez eBay,
mais concrètement, je me déplace dans un magasin virtuel et je vais piocher des objets, je vais les faire tourner dans tous les sens, je vais voir leurs caractéristiques, etc. Et alors mon avant-dernier exemple pour expliquer que sur ce sujet, pour expliquer que c'est pas, il n'y a pas que Ikea. Il y a Swarovski qui s'est lancé là-dedans aussi, où on peut dépenser beaucoup de sous réellement sur des objets virtuels. Donc ils ont mis en place un magasin en ligne aussi où voilà, on peut acheter. C'est pas réservé que à Aram, à Ikea ou à eBay. Et, c'est peut-être un peu anecdotique encore, mais en tout cas, ça les intéresse suffisamment pour avoir lancé quelque chose. J'ai un En fait, finalement, j'en ai encore deux, je crois. C'est comme avec mes étudiants, j'ai toujours qu'il ne reste plus qu'un slide en stats, mais en fait, il en reste toujours plein. Donc, bon, je me dépêche. Un menu en réalité augmentée, ça, c'est un magasin new-yorkais. En fait, il y a deux points qui sont très intéressants là-dessus, et en particulier quand on s'intéresse à la perception sensorielle. C'est que je vais voir le produit tel qu'il va être, tel que je l'aurai dans mon assiette, en fait. Je peux le faire tourner, je peux regarder autour, et ça me donne deux indications. Déjà, quelle tête ça a quand je ne sais pas ce que je suis en train de manger, et quelle taille c'est. Et en fait, c'est surtout aux États-Unis, c'est un point intéressant de savoir finalement quelle taille on va avoir pour être sûr de pas trop surconsommer. Et il y a évidemment des applications potentielles pour la livraison de nourriture à domicile. Enfin, dernier slide sur la partie e-shopping, e-commerce. C'est un système de Dassault, de Dassault Systèmes qui vous propose de faire des magasins qui sont complètement virtuels. Pas tant pour que les gens aillent faire leurs courses, mais pour vous testiez des nouveaux aménagements dans vos magasins. Donc ça, c'est vendu à des distributeurs, en fait. C'est comment je mets en avant des produits, comment je peux organiser mes rayons, etc. Et on se doute bien, quand on va dans un magasin comme ça, que faire un changement complet des rayons un peu sans être sûr que ça va avoir un impact positif sur les ventes, c'est une prise de risque qui est énorme. Donc ils ont tout un système comme ça de réflexion sur voilà, on rechange complètement les rayons, on met des gens dans les rayons et on regarde ce qui se passe. Alors, pour la partie conception, il me reste 4 minutes, ça va être parfait, peut-être 5 même. Pour la partie conception, nous, ce qui nous intéresse dans l'équipe, c'est mieux comprendre le consommateur et son comportement et son interaction avec les aliments. Alors, je vais aller rapidement sur ce slide qui prendrait trop de temps. L'idée, c'est qu'en fait, on passe notre temps, nous, à acheter des produits du marché, les faire évaluer par des consommateurs ou générer nous-mêmes des produits avec de la planification d'expérience pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un produit va être aimé, pas aimé, qu'est-ce qu'il génère comme sensation auprès d'un consommateur, etc. Tout cet aspect-là, il est très intéressant, sauf qu'en fait, c'est en termes de planification d'expérience, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut générer beaucoup de recettes, faire beaucoup d'essais, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, avec la réalité virtuelle? C'est d'abord mieux maîtriser l'espace produit et la planification expérimentale et mieux maîtriser le contexte d'évaluation. Quand on demande à quelqu'un d'évaluer un produit dans un box d'analyse sensorielle, qui est quand même globalement une boîte en bois où on est isolé, bah, ça ne ressemble pas à la vraie vie, en fait. Donc, l'opposé complet de ça, c'est je donne le produit dans la vraie vie à quelqu'un qui va l'évaluer chez lui, mais je ne sais pas si c'est le chien qui l'a mangé, le bébé, lui, qui a mis la note. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Et donc, la réalité virtuelle, elle va essayer on va essayer de l'utiliser pour arriver à avoir une maîtrise du milieu dans lequel on fait évaluer les gens, tout en leur rapprochant de ce qui est quelque chose qu'ils connaissent. Alors, pour vous donner un exemple sur le produit, je vais me faire tuer par Catherine parce que je vais lancer une vidéo. Je regarde dans l'autre direction pour ne pas avoir les gros yeux. Ça, c'est un exemple, ça a l'air de rien, mais c'est un scan de cookies. Donc, on achète des cookies comme des grands chez Cora et on les scanne avec plein de photos. Ces photos, elles sont texturées et à partir de la texturation de la photo, voilà, c'est l'objet que les gens ont dans le casque de réalité virtuelle. Évidemment pas pour le goûter, mais pour pouvoir commencer à évaluer au moins la partie sur les aspects. Alors, du coup, concrètement, ça nous permet de maîtriser le produit. On est à une étape où maintenant on va chercher à paramétriser le produit, c'est-à-dire transformer un produit en équation pour pouvoir le modifier en temps réel et à la volée, pour le faire varier et que les gens puissent l'évaluer. Sur la partie évaluation par des consommateurs, donc là, c'est notre casque de réalité virtuelle avec une gentille étudiante qui a accepté de poser pour moi sur la photo. On place les gens dans des box. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a juste reproduit les box qu'on a dans notre laboratoire. Et donc,
pour l'instant, alors on a un problème avec les mains, comme vous avez remarqué. Mais en gros, on peut saisir les cookies, les faire tourner, les regarder sous tous les angles. On est dans des box qui sont... Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux d'autant dire que je suis hyper fier de ce truc-là. On a l'impression d'être dans nos box à nous, dans le labo, en fait, alors qu'on est dans des box en réalité virtuelle. Donc, ça, à chaque fois que j'ai fait tester à quelqu'un, c'est quand même... Ça rend pas très bien sur l'écran ici, mais c'est assez bluffant. C'est assez immersif. Et ça permet de se faire une idée. Évidemment, on a tout un tas, c'est pas du tout un talk scientifique, on a tout un tas d'études derrière, en cours ou à faire, pour réfléchir à ça. Et par exemple, une des études pour de l'aide à la conception, c'est de se dire, ben voilà, on peut faire varier ce produit, on peut faire varier sa couleur, c'est des choses qu'on est en train de faire en ce moment, et voir et faire manger aux consommateurs qui sont en train de regarder ces produits des cookies, par exemple tout le temps les mêmes cookies, en leur faisant croire que c'est des cookies différents parce qu'ils voient des cookies différents, et voir quel impact ça a sur leur perception du gras, leur perception du sucre, leur perception du salé, etc. Enfin, du salé sur les cookies, ça serait triste, mais en tout cas, c'est au moins du gras et du sucre. Alors, pour terminer là-dessus, donc ici, j'ai quand même fait, j'ai pas résisté au plaisir. Alors, on va pas le temps de faire la vidéo. Ça, c'est nos vraies box. Ça, c'est nos box en réalité virtuelle. Honnêtement, c'est quand même assez bluffant. Ça représente pas tant de travail que ça. Surtout que c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire. Voilà. Sur la partie contexte d'évaluation, ici, j'ai remis la cuisine Ikea. J'ai mis ici juste un exemple de restaurant complètement hors contexte. En fait, il y a une espèce de courant de pensée en ce moment aux États-Unis où les gens ont envie d'avoir des expériences de consommation de nourriture hors sol, entre guillemets. Se dire, voilà, en fait, la nourriture que j'ai devant moi, je vais la consommer, mais en fait, j'ai envie d'imaginer que je la consomme au Mont-Rochemort ou à New York ou je sais pas quoi. Et en fait, ça fait partie du plaisir de l'expérience de consommation, de se dire qu'on va manger quelque chose, mais à un autre endroit que celui dans lequel on est. Donc ça fait partie aussi de cette notion de contexte d'évaluation. Ça, c'est mon avant-dernier slide, et je vais aller 2 secondes là-dessus. C'est exactement ce que je vous disais sur les cookies. On a fait ça sur des chips il y a 3-4 ans. Donc, on avait un dispositif comme ça qui était, où on montrait une photo d'une chips qu'on avait fait brunir et on donnait à des gens des chips tout le temps les mêmes et on regardait concrètement est-ce qu'ils les percevaient comme plus salés, plus grasses, etc. Et ben en fait, moi, je suis assez content parce que dans mon équipe, maintenant, on arrive à faire ça en virtuel. On peut jouer avec nos cookies et les faire manger aux gens sans avoir une espèce de dispositif très bizarre comme ça où on glisse sous un drap des trucs à manger pour les consommateurs. Voilà. Et enfin, en conclusion, donc mon objectif, encore une fois, c'était pas de vendre la réalité virtuelle. C'est pour dire qu'il y a des choses, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais il y a des choses qui sont très intéressantes en conception. En conception de produits industriels type automobile, c'est sûr, c'est déjà fait, il n'y a aucune ambiguïté, mais même en conception de produits alimentaires, il y a des choses sur lesquelles il y a largement de quoi réfléchir. Et puis pour le e-commerce, en fait, concrètement, il y a tellement de démos qui sont en train de se rajouter qu'en fait, la question, c'est pas est-ce que les gens vont aller faire du e-commerce avec la réalité virtuelle, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec, en fait, et qu'est-ce que nous, on pourrait faire là-dessus. Et je vais terminer là-dessus. Se dire qu'un des freins à l'achat en ligne, c'est de ne pas être sûr des caractéristiques sensorielles des produits qu'on achète et que ça cause soit un rejet de l'achat en ligne, soit des retours de produits qui sont du coup gâchés, parce que clairement, quand je vais envoyer mon produit, il va pas être reconditionné. La réalité virtuelle, elle peut peut-être servir à ça, à essayer de faire en sorte que les gens, c'est pas leur mentir sur leur produit, sur montrer le produit concrètement qu'ils vont avoir, pour au moins qu'il n'y ait pas cette forme de déception et donc de rejet à l'achat. Voilà, je vous remercie pour votre attention.